Salut à tous. En ce moment, on parle beaucoup de la Corée du Nord et vous pensez certainement qu'il s'agit d'une simple dictature marxiste. Eh bien, sachez que vous avez plusieurs décennies de retard, puisque ça fait maintenant plus de 50 ans que le pays développe sa propre idéologie. 주체혁명 위협을 승리적으로 하여 주체조선의 존엄과 주체조선의 첫 수소탄 주체사상 연구 전 La pensée Juche. Et aujourd'hui, je vous propose de comprendre cet étrange pays à travers le contenu et l'histoire de cette théorie qui, si on se fie à la propagande, a su transformer la Corée du Nord en pays joyeux des prolétaires heureux. La Corée du Nord naît en 1945. Avant ça, le pays a connu une occupation japonaise pendant 40 ans, et pour faire simple, la séparation en deux du pays tient au fait que la Corée a un peu subi le même sort que l'Allemagne. Elle a été coupée en deux par des libérateurs aux idéologies opposées après la chute des forces de l'Axe. Le Nord, dirigé par Kim Il-sung, en gardera une haine des Américains et une volonté farouche de réunification, qui causera d'ailleurs une guerre entre 1950 et 1953. À ses débuts, la Corée du Nord est un pays marxiste-léniniste, un euphémisme utilisé pour dire stalinien, comme les autres. Et comme tout pays du bloc de l'Est, elle suit les directives des deux puissances rouges, l'URSS et la Chine. Mais à partir de la seconde moitié des années 50, les choses se corsent. La Chine et l'URSS ont un différend idéologique. L'URSS, pragmatique, veut préserver la cohabitation pacifique avec le bloc de l'Ouest et veut éviter une escalade risquant de dégénérer en guerre nucléaire, quand la Chine, elle, veut continuer à propager le communisme dans les pays du tiers-monde et donc risquer de déstabiliser le précaire équilibre international. Les pays et partis communistes sont alors sommés de prendre position pour l'un ou l'autre camp. La Corée du Nord, elle, choisit de ne pas choisir, et chose classique dans le monde soviétique, commence par purger les éléments contestataires. Les pro-URSS et pro-chinois sont virés du parti et donc de la direction de l'État. C'est ce qu'on a appelé les événements d'août 1956. Le parti va se chercher sa propre doctrine pour justifier son choix de non-alignement. C'est souvent comme ça dans le monde marxiste, il faut une théorie qui justifie la pratique. Progressivement, l'idéologie du Juche va apparaître. Cette idéologie met l'accent sur le fait que la Corée doit se débrouiller seule et trouver sa propre voie vers le socialisme. Le mot en lui-même est difficilement traductible, en gros c'est l'idée d'indépendance sur tous les plans. L'idéologie Juche se décline en trois volets. Premier point, l'indépendance politique. Chaque pays doit respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des autres et traiter d'égal à égal. Second point, l'indépendance économique. Le pays doit avoir ses propres infrastructures et accès aux matières premières. Et enfin, troisième point, l'indépendance militaire, réalisée uniquement si le pays est indépendant économiquement en disposant de ses propres industries militaires. C'est donc une théorie et un programme bien chargés pour un pays qui dépend sur tous ces points des pays frères et qui, dans les faits, aura toujours du mal à assurer son indépendance, notamment au niveau économique. Par exemple, le pays a un problème chronique d'approvisionnement en énergie, à tel point qu'en 1994, il a temporairement abandonné son programme nucléaire contre une aide en pétrole. Au niveau alimentaire, ce n'est pas mieux puisque le pays a été touché par la famine entre 1994 et 1998. À cette occasion, on a même parlé de cannibalisme. Ça peut paraître horrible comme ça, mais dans la même situation, vous auriez fait pareil. Alors s'il vous plaît, ne les jugez pas. Si au départ la pensée Juche est un simple ajout à la théorie marxiste-léniniste officielle, les choses vont s'accélérer à partir de 1967. Au début de l'année, un supposé complot mené par des dissidents communistes est déjoué. C'est ce qu'on a appelé l'incident de Kapsan. Et suite à cela, le pays connaît de nouvelles purges. Des têtes haut placées tombent au sein du parti et dans l'armée. On suppose que le complot visait à empêcher le régime de devenir une dynastie familiale, mais c'est doublement raté puisque suite à la purge, Kim Jong-il récupère un certain nombre de postes laissés vacants par les exclusions, devient le bras droit de son père et la succession dynastique, elle, semble actée. Après les épurations de 1956 et 1967, il ne reste quasiment plus que les partisans des Kim au sein de l'État. La marche volontaire vers le totalitarisme, elle, commence le 25 mai 1967. Kim Il-sung prononce un discours qui sera appelé Instruction du 25 mai et qui vont notamment accentuer le culte de la personnalité autour de lui. À vrai dire, on ne sait pas très bien ce que contiennent ces instructions du 25 mai, les historiens ne sont pas d'accord entre eux. La raison en est que le pays est extrêmement verrouillé, on a peu accès aux sources d'informations primaires et le régime a tendance à réécrire son histoire pour glorifier ses dirigeants. Par exemple, Kim Jong-il sera a posteriori gratifié d'avoir personnellement mis à jour le complot de Kapsan. Toujours est-il qu'à partir de 1967, le culte de la personnalité s'intensifie pour prendre des proportions quasi divines. Kim Il-sung est dorénavant officiellement appelé grand leader ou chef suprême, alors que ce titre était avant réservé à Lénine, Staline et Mao. L'édification du culte de la personnalité se poursuit et quelques années plus tard, en 1972, un nouveau cap est franchi. Kim ordonne l'application de nouvelles consignes via un texte dont le nom est clair, 10 principes pour l'établissement d'un système idéologique monolithique. C'est un texte en 10 points fondamentaux qui peut se résumer à Kim Il-sung est notre chef suprême, il est infaillible et nous devons lui obéir. Cette soumission totale au leader s'accompagne aussi d'une réécriture de l'histoire. Kim est un héros de guerre, la pensée Juche aurait été imaginée dès sa jeunesse, des pèlerinages sont organisés sur son lieu de naissance, sa mère est considérée comme la mère du peuple, enfin bref, vous voyez le tableau.
Cette même année 1972, l'idéologie Juche prend officiellement place aux côtés de l'idéologie marxiste-léniniste dans la constitution coréenne comme boussole politique, et en 1992, la référence au marxisme-léninisme sera supprimée pour laisser la place à la toute-puissante pensée Juche. À partir des années 70, il faut bien le dire, le pays prend le large idéologiquement. La Corée du Nord applique sa logique d'indépendance jusque dans son idéologie, et le Juche prend aussi un contenu philosophique censé dépasser la pensée marxiste. En fait, le Juche va surtout prendre le contre-pied de Marx. Le marxisme est une philosophie de l'histoire très mécaniste, il y a des stades d'évolution politico-économique prédéterminés qui se succèdent pour aboutir au capitalisme, puis au socialisme, et les choix politiques n'y changent rien, l'humain est quasiment impuissant face à la marche et à l'évolution des structures économiques. Kim Il-sung va affirmer le contraire. La volonté humaine est maîtresse du monde et peut donc transformer la société par son action consciente et volontaire. Mais attention, par volonté humaine, il faut bien comprendre volonté du grand leader, car la pensée de Juche est aussi à comprendre dans son environnement culturel, à savoir le confucianisme. Pour faire simple, le philosophe chinois Confucius a mis au point un système politique basé sur la famille. Dans le confucianisme, la société entière est une famille sur laquelle règne l'empereur, père symbolique de tous ses sujets, assimilés eux à ses enfants qui lui doivent donc obéissance. Toute la structure sociale est imprégnée de cette logique, allant de l'empereur jusqu'au petit fonctionnaire local, chacun étant le père de ses subalternes. Dans la logique du Juche, qui cherche à concilier tradition nationale et socialisme, le mélange de culte de la personnalité stalinienne et la logique paternaliste du confucianisme est un cocktail explosif qui a donné naissance à un totalitarisme pur. Dans cette logique juchéo-confucéenne, le régime lui-même utilise une métaphore assez parlante. La Corée est un corps, le leader en est le cerveau, le parti en est les nerfs et le peuple en est ses muscles. Une précision également, Kim Il-sung est présenté par la propagande comme étant le créateur de la pensée de Juche, mais en fait, c'est une création collective et le principal artisan de cette idéologie s'est d'ailleurs échappé de Corée du Nord en 1997. Manifestement, il était peu satisfait de son œuvre. Toujours est-il qu'après les années 70, le régime est totalement aux mains de la famille Kim et le peuple sous l'emprise d'une intense propagande déifiant le dirigeant. Kim Il-sung meurt en 1994. En bon demi-dieu, sa mort physique ne met pas un terme à sa carrière, et il sera nommé président éternel à titre posthume en 1998. Sur le plan physique, Kim Jong-il lui succède. Mais le fils n'a pas le charisme du père, et les factions au sein du parti et de l'armée, longtemps neutralisées par les purges et la poigne de fer du père, se remettent à remuer. Kim Jong-il, pour asseoir son pouvoir, fait un pacte avec l'armée, à qui il permet d'avoir ses propres fermes et ses propres entreprises, et donne la prévalence aux militaires sur le parti dans la gestion du pays. Et comme toujours en Corée du Nord, ce revirement politicien s'accompagne de sa justification idéologique. Le Juche reçoit alors l'ajout intellectuel de Kim Jong-il, justification de son alliance avec l'armée, la théorie Songun. Grosso modo, la mainmise de l'armée sur le pays est expliquée par le fait que l'armée, et non plus le prolétariat, comme le veut le marxisme, est le moteur de la transformation vers le socialisme. L'armée est glorifiée et en pratique, elle sera surtout utilisée comme main-d'œuvre pour les grands chantiers. En 2012, Kim Jong-il meurt à son tour, et c'est son fils Kim Jong-un qui prend la relève. Il apporte lui aussi sa pierre à l'édifice idéologique familial et prolonge la politique du Songun de son père par la politique du Baekhyun. Kim Jong-un y met l'accent sur le programme nucléaire qu'il relance, le considérant comme un élément central du développement du pays, à la fois militaire pour éviter toute invasion, mais aussi civile, car le pays a toujours des problèmes énergétiques, et ça c'est un point qu'on a souvent tendance à oublier en ce moment, mais pour le pays c'est aussi une question d'indépendance énergétique. Voilà pour l'histoire, alors qu'en conclure ? Eh bien d'abord que la pensée de Juche est une idéologie bien pratique. Elle permet d'assurer la domination psychologique d'une famille sur tout un pays, tout en étant suffisamment molle d'un point de vue pratique pour être adaptée à chaque situation par une mise à jour du grand leader. Et aujourd'hui, il se trouve que le nucléaire est central dans la rhétorique politique de Kim Jong-un. Le Baekhyun, son apport au Juche, est centré sur cette question, et toute la politique de Kim est compréhensible si on se rappelle de son apport à la théorie. Maîtriser l'atome lui permettrait tout à la fois de se sentir en sécurité, de parler d'égal à égal avec son ennemi américain, de régler ses problèmes énergétiques, et d'affirmer la validité du Juche en réussissant, en comptant seulement sur ses propres forces, le tour de force de maîtriser l'énergie atomique. Contrairement aux années 90, il y a aujourd'hui peu de chances que le régime abandonne son programme nucléaire en cours de route, les enjeux étant bien trop grands. Et bien voilà, vous savez tout sur l'étrange idéologie qui règne en Corée du Nord. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager et à mettre un pouce bleu. Moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, d'ici là je vous dis portez-vous bien, et à la prochaine!